L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, vous êtes encore resté dans l'atmosphère des 70 ans de l'État d'Israël, puisque vous êtes arrivé ce matin dans notre studio avec un livre qui s'appelle Tachar, donc 1948. 70 histoires de l'État d'Israël. Voilà. Alors, en fait, je voudrais vous parler ce matin de mes sources. Comment est-ce que je prépare mes émissions? Ah oui, c'est très intéressant. Et entre autres, il y a quelques jours, j'étais dans une librairie et j'ai trouvé ce livre qui est passionnant. Il a donc c'est comme son nom l'indique, il parle de l'année 1948 à l'année 1949, la première année de l'État d'Israël, et raconte les grands faits de cette année pour permettre la création de cet État. Et c'est un livre qui a été écrit par Mordechai Nor, qui est un grand professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, qui a écrit qui a édité plus d'une centaine de livres d'histoire, toujours qui touchent autour de l'histoire de l'État d'Israël. Et alors, ce qui est très impressionnant aussi, ce qui est très agréable surtout, c'est que comme on a 70 histoires, elles sont très courtes, elles sont racontées de façon succincte. Donc chaque chapitre c'est 3-4 pages. Donc c'est facile à lire. Donc je vous invite à tous. Et en fait, pendant Shabbat, j'ai lu une histoire, j'ai dit je suis obligée de la raconter ce matin. C'est ce qu'on appelle Mifta Tinok. Ce qui signifie en hébreu l'opération bébé. Oui. Alors c'est quand même assez surprenant une opération pareille. Et en fait, elle s'est déroulée il y a 70 ans, cette nuit. Donc c'est pour ça que je la raconte ce matin. Alors il y a 70 ans cette nuit, en fait, on a une situation que tout le sud du pays, les kibbutzim du sud du pays qui sont bien placés. Donc on est vraiment 2 jours après la déclaration de l'indépendance. Donc dans ces pays, ces kibbutzim qui sont situés dans des localités clés. Donc en général très proche de la frontière ou du Negev, ou pour garder des positions assez étendues, vastes. Il faut savoir que dès le 29 novembre 1947, ces localités sont attaquées, mais elles sont attaquées de façon avec des terroristes qui s'approchent du kibbutz, qui tirent avec des fusils ou qui lancent des grenades. Mais à partir du moment encore les armées. Voilà, alors à partir du moment où l'État d'Israël est créé, donc à partir du 14 mai 1948, pour être plus précis du 15 mai, au partir du moment où les Britanniques quittent le pays, à ce moment-là, on va avoir des attaques en ordre de la part des Égyptiens qui vont tout simplement jeter des centaines de bombes sur les localités du sud. Et en fait, dans tous ces kibbutzim et ces localités, ces juifs, il y a eu déjà une question. La question était, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont non combattantes? C'est-à-dire, on peut dire des personnes âgées, il n'y en avait pas beaucoup déjà à cette époque, mais on parle surtout des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants qui ne sont pas combattantes. Il y avait des femmes qui étaient combattantes, donc on avait besoin d'elles, donc elles ne pouvaient pas quitter le kibbutz. Mais qu'en est-il des enfants? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de les replier, de les faire remonter? Et donc on a entre guillemets une seule région qui est plutôt calme en Israël, c'est la région autour de Tel Aviv, entre Tel Aviv et Rehovot. Cette région, elle est calme, c'est-à-dire qu'on n'a que de temps en temps des avions qui viennent, qui lancent des bombes, mais on n'a pas véritablement d'attaque aussi poussée et frontale qu'on a dans le sud. Donc on a cette discussion dans le kibbutz, et puis au final, alors il y a dans un des kibbutzim par exemple, au départ ils disent non, il est hors de question, jusqu'au jour où une des bombes détruit le bâtiment qui est juste à côté de la maison des enfants du kibbutz, et à ce moment-là on décide on va faire partir les enfants. Alors maintenant c'est aussi compliqué parce qu'on a l'armée égyptienne est présente partout dans le Negev, elle s'est déjà infiltrée, et puis on a peur véritablement pour cette population d'enfants, et donc on décide en pleine nuit, et donc ce sont des unités de l'armée, ce ne sont pas les jeunes du kibbutz ou les parents des enfants, mais ce sont des unités de l'armée. On parle ici de l'unité, la brigade du Negev, et aussi je ne sais plus si c'est Givati ou Golani, je crois que c'est Givati, voilà. On demande à Givati dans le nord. On demande à Givati, donc c'est Givati qui va s'occuper de cette opération, donc ça commence cette nuit. Ils vont donc chercher les enfants, ils les portent des fois sur des longueurs, ils font 8 km de marche en pleine nuit, donc
dans l'obscurité et dans des chemins qui sont tout à fait rocailleux, qui ne sont pas faciles d'accès. Une partie des enfants, le médecin du kibbutz, leur fait une piqûre avec des somnifères afin qu'ils dorment, qu'ils ne se réveillent pas, parce que la grande peur, c'est qu'ils fassent du bruit, qu'ils se mettent à pleurer, et on ne saura pas quoi faire. Et donc c'est ainsi qu'on va les remonter vers des endroits plus sécurisés, où à partir du moment où ils arrivent à certains endroits plutôt dans le nord du Negev, à ce moment-là, il y a des camions blindés qui les attendent et qui les font remonter dans la région de Rehovot, dans le kibbutz Givat Brenner, etc. Alors il y a eu plusieurs histoires. On a les enfants du kibbutz Nitzanim, du kibbutz Gezer, du kibbutz Negba, et dans l'histoire du kibbutz Nitzanim, en pleine nuit, donc bien que les enfants aient reçu des somnifères, il y a un bébé qui s'est réveillé, qui s'est mis à pleurer, et sa mère qui était là et qui le tenait dans ses bras n'arrivait pas à le calmer, et il a fallu qu'un des soldats de Givati le prenne dans les bras, avec sa couverture lui fasse une espèce de balançoire, et il l'a bercé comme ça pendant quelques minutes, et c'est la seule manière dont ce bébé s'est calmé. Quand vous connaissez le bruit que peut faire un bébé, surtout dans ses premiers. Bien, voilà. Alors véritablement, c'est le bruit pour se faire repérer. Et il faut savoir aussi que, par exemple, quand les enfants du kibbutz Negba ont été évacués, les enfants donc sont arrivés à Givat Brenner, et pour prévenir dans le Negev que les enfants étaient bien arrivés, on envoie un pigeon voyageur. Oui. On envoie un pigeon voyageur. On envoie un pigeon voyageur qui prévient que tout le monde va bien. Et alors, je voudrais juste vous lire un petit extrait. Alors, dans l'évacuation du kibbutz de Nitzanim, donc des enfants de Nitzanim, les femmes et les enfants sont évacués à Be'er Tuvia. Et là, on a une situation qui est un petit peu à l'envers, puisque on a le papa Eliakim qui attend son fils à Be'er Tuvia, tandis que la maman, elle a un travail qui est très important, puisque elle sait faire marcher la radio. Ouais. Et donc elle ne peut pas partir, elle ne peut pas quitter, et donc elle est l'opératrice radio, elle s'appelle Mira Ben-Ari, et donc elle est sur place, et elle fait partir son fils Danny pour rejoindre son père, et donc elle écrit... Mais c'est très intéressant, parce que Danny Ben-Ari, mais je crois, parce que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est tombée au combat pendant la guerre d'indépendance, puisque la semaine dernière, parmi les témoignages du Yediot Aharonot, il y avait un Danny qui racontait l'histoire de sa mère, Miri Ben-Ari, voilà. Qui est tombée au combat, qu'il n'a jamais connu. Alors voici ce qu'elle a écrit. Bon, alors c'est encore plus émouvant là. En fait, elle a écrit une petite note qu'elle va glisser dans la poche du manteau de son fils. Alors elle dit à son mari, je vais juste écrire quelques mots et tu vas comprendre que je ne peux pas plus écrire, c'est juste un petit peu difficile, plus qu'un peu. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, mais j'en remettrai. À notre époque, nous devons tout surmonter, peut-être en raison de c'est peut-être grâce à cette capacité de notre peuple à souffrir, à ne pas abandonner, avec cet entêtement millénaire, que nous obtiendrons toujours ce que nous méritons, même après 2000 ans. Il n'y a pas de séparation plus difficile que celle d'une mère avec son enfant, mais je me sépare de mes enfants pour leur permettre de grandir dans un endroit plus sûr, et afin qu'ils puissent être des personnes libres dans leur pays. Donne-lui tout mon amour quand il arrivera à toi. Embrasse mes parents et je te demande pardon. Voilà. Donc c'est quand même, si ce que vous dites est vrai, alors c'est encore plus... C'est émouvant, c'est probablement les dernières lettres. C'est une des dernières lettres et un des derniers messages. Cette opération donc qui est complètement folle, imaginez-vous, où on a des soldats qui, comme opération militaire, ils risquent leur vie. Eh bien, ils transfèrent de tout le sud du pays, ils les ramènent dans le nord, des enfants, des bébés, afin qu'ils soient sauvés pendant cette guerre. Voilà, c'était Miftsa Tinok, l'opération bébé. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir parlé de cette opération tout à fait particulière qui nous a replongé l'espace de quelques instants, donc en 1948, au lendemain de la déclaration de l'indépendance, qui a été suivie, donc on le sait tous, par le début de la véritable guerre d'indépendance entre Israël et les... Vous avez raison, c'est elle. Voilà. Merci. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.